Welcome, everyone. We're going to go ahead and get started. Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons commencer notre webinaire. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour la Journée internationale des femmes sur cette discussion si importante de la sécurité des journalistes. Je m'appelle Nadine Hoffman et je suis directrice du centre basé à Washington de la International Women's Media Foundation. Et ici, nous avons avec nous aujourd'hui plusieurs panélistes qui vont partager leurs expériences. Et avant de commencer, j'aimerais partager quelques règles. Le webinaire sera interprété en 3 langues, en français, en anglais et en espagnol. Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix en bas à droite de l'écran en cliquant sur le globe. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez utiliser la fonction questions-réponses. Nous allons parler des difficultés auxquelles font face les femmes journalistes aujourd'hui, à une époque où les menaces contre les journalistes prolifèrent en ligne et hors ligne. Et j'aimerais prendre quelques minutes pour reconnaître officiellement ici les menaces concrètes que tous les journalistes de tous les genres auxquels ils font face en Ukraine aujourd'hui. Nous allons parler de la sécurité, également partager des conseils très pratiques et concrets, et cela sur la base d'un cours en ligne, un MOOC lancé par UNESCO en anglais l'année dernière et qui aujourd'hui est disponible également en français et en espagnol. Et tous les facilitatrices de ce cours sont avec nous aujourd'hui pour partager leurs expériences. Vous pouvez bien sûr vous saisir de ces cours pour les utiliser, pour les suivre, que vous soyez journaliste, éditeur, que vous travaillez dans le domaine des médias ou que vous soyez un soutien des journalistes. C'est un cours qui vous donnera des outils pour exercer le journalisme en toute sécurité. Et j'aimerais tout de suite donner la parole à nos... Pardon, j'aimerais tout de suite donner la parole à Guillermo Canella de Souza, qui est donc ici, qui va donner quelques mots d'introduction. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous du centre Knight pour le journalisme à l'école de journalisme de Moody College à Austin, au Texas. C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous. Et de participer à ce webinaire si intéressant, si pertinent aujourd'hui avec l'aide de l'UNESCO et de l'IWMF en cette journée internationale des femmes pour célébrer cette journée avec le lancement de la version espagnole et française du cours autodidacte en ligne, exercer le journalisme en toute sécurité. Pour les journalistes et leur soutien. Ces 2 cours sont encadrés en français par Elodie Vial et en espagnol par Sandra Chaer. Cette première version en anglais a été lancée l'année dernière en tant que MOOC. Et elle a été encadrée par Alison Baskerville. Le cours a été suivi par 1300 personnes dans de nombreux pays. Dans certains de ces pays, cette question n'était même pas abordée. Et ce cours a évolué pour devenir un cours autodidacte, et ce qui est le cas également des 2 nouveaux cours qui sont lancés à présent. Nous sommes très fiers au Knight Center d'avoir l'opportunité de collaborer avec l'UNESCO et avec l'IWMF, avec l'équipe de Nadine et elle-même, et tous les membres que nous avons ici avec nous aujourd'hui. C'était plus qu'un partenariat. Pour nous, c'est une vraie source d'inspiration de travailler
à leur côté. Nous sommes très reconnaissants envers eux, envers leur équipe, envers les formateurs qui sont présents avec nous aujourd'hui. Donc, Guilherme Canella est le responsable de l'équipe Liberté d'expression à l'UNESCO. Et comme je l'ai dit, il a été particulièrement important dans l'élaboration de ce cours. Et donc, sans plus attendre, j'aimerais lui donner la parole. Merci beaucoup, Rosenthal. C'est toujours un plaisir pour moi de participer à ces webinaires qui sont co-organisés avec le Knight Center et également ici avec la International Women's Media Foundation. C'est toujours une très bonne opportunité de développer des synergies entre les différents réseaux qui existent sur cette question aujourd'hui en ce qui nous concerne lors de ce webinaire, la sécurité des femmes journalistes. Et j'aimerais souhaiter une très belle journée internationale des femmes à toutes et à tous, même si elle a lieu dans un contexte très difficile, comme Nadine l'a déjà dit, avec la situation actuelle dans l'Est de l'Europe. Mais au-delà de cela, il y a d'autres difficultés auxquelles font face les journalistes et en particulier les femmes journalistes partout dans le monde. Cette année, nous avons une opportunité particulière et avec ces cours qui sont aujourd'hui disponibles en espagnol et en français. D'après ce que j'ai compris, il y aura d'autres langues encore qui devraient être ajoutées. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire du plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes. Et c'est important de le voir que les journalistes, les femmes journalistes qui participent à ces MOOC peuvent apporter un éclairage sur la situation alors que nous sommes en train de faire le bilan de ces 10 années du plan d'action de l'ONU, d'évaluer ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, mais aussi nous voulons nous tourner vers l'avenir. Quels sont les défis qui nous attendent en ce qui concerne la protection des journalistes et des femmes journalistes en particulier. Et c'est un des sujets sur lesquels nous avons fait beaucoup de progrès ces 10 dernières années. Lorsque nous avons approuvé le plan il y a 10 ans, le type de violence auquel étaient confrontées les femmes journalistes, et en particulier dans l'environnement numérique, n'était pas très clair. Hein. Il y avait d'autres sortes de violences. J'en parlais il y a 2 semaines avec le fils d'Alicia. Et en particulier les différents types de violences juridiques auxquelles elle a été confrontée. Ce sont des éléments nouveaux qu'il faut considérer aujourd'hui dans le cadre de la sécurité des femmes journalistes. Alors, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Puisque les 2 dernières gagnantes du prix Guilherme Canella ont montré que ces 2 dernières années, il est possible de faire des progrès, d'avancer, d'avoir de l'espoir aussi, malgré les circonstances extrêmement difficiles, avec Ginette Pretoria dans le cas de la Cour interaméricaine des droits humains. Et ce qui a créé une nouvelle jurisprudence en ce qui concerne la sécurité des femmes journalistes et bien sûr le prix Nobel qui a été attribué cette année a de nouveau souligné l'importance du journalisme pour la paix et la démocratie. Donc, l'UNESCO s'appuie sur ses ressources, construit des outils, recueille des preuves, des faits pour informer les politiques qui vont améliorer la sécurité des journalistes et des femmes journalistes en particulier. Et cela est au cœur de notre mission. Et c'est pour cela que c'est un grand plaisir pour moi de renouveler la collaboration avec le Knight Center, avec le l'IWMF et d'avoir le lancement de ces cours et les formatrices qui l'ont encadré en français et en espagnol. Et je me réjouis d'écouter ce webinaire si intéressant. Merci Nadine. Merci Guilherme. J'aimerais tout de suite donner la parole à Alison Baskerville, qui est la formatrice qui a
développé le cours en anglais. Elle est photographe et formatrice en sécurité et journaliste et elle est partenaire de l'IWMF. Elle a également aidé à développer un programme pour aider les formateurs en sécurité. J'aimerais ici que vous puissiez peut-être nous donner quelques-uns des éléments qui sont les plus importants en ce qui concerne l'amélioration de la sécurité pour les femmes journalistes et ce à quoi les salles de rédaction et les médias devraient réfléchir. Merci, Dean. C'est un vrai plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Même si heureuse, je ne sais pas si je le suis vraiment aujourd'hui, mais alors que dans cette journée de lutte des femmes, la situation reste préoccupante. Et je crois que c'est le point de départ, peut-être, de la création de ce cours, puisque lorsque nous avons proposé l'idée d'un cours sur la sécurité des journalistes, on réfléchit d'abord à ce qui a déjà été fait auparavant. Et je crois qu'il est important de dire que l'histoire de la formation à la sécurité pour les journalistes a une importance puisqu'elle a influencé la conception de ces cours qui ensuite, à leur tour, ont un impact sur la façon dont nous avons conçu les cours autodidactes en ligne. Le nombre de journalistes tués dans l'action ne fait qu'augmenter et un ancien militaire britannique a lancé un cours de sécurité pour les zones de guerre, pour les journalistes actifs en zone de guerre. Ce qui est appelé cours de sécurité dans des environnements hostiles. C'est un cours qui se déroule sur 5 jours, qui permet aux journalistes d'être mis dans des situations réelles. Et c'était jusqu'à présent le seul cours de sécurité pour les journalistes disponible et qui s'adressait surtout aux journalistes qui avaient le soutien de leur salle de rédaction pour accéder à cette formation. Et la démographie en ce qui concerne les formateurs, en général, il s'agissait d'hommes blancs qui venaient en général soit de l'armée, soit des forces de l'ordre et qui avaient ce genre d'atout militaire qui était peut-être plus important à l'époque. C'est vrai que c'est utile d'avoir ce genre de compétences. Mais avec la grande diversité de menaces qui existent dans le monde selon les contextes, cette formation ne répondait pas à tous les besoins et la diversité des contextes et de besoins spécifiques dans le monde. Et dans ce qu'on a vu aujourd'hui, il y avait souvent un manque en réalité, par exemple, en ce qui concerne la protection des journalistes LGBTQ. Et donc, nous avons étudié cette formation d'environnement hostile et avec le soutien de l'IWMF, nous avons déconstruit ce cours pour pouvoir ensuite en créer un nouveau qui soit plus pertinent pour les communautés qui nous intéressent. Ce que nous faisons également, c'est de donner une formation aux personnes de tous les genres pour qu'elles puissent être des alliés. Et c'est pour cela que nous l'avons intitulé ce cours « Stratégie pour les femmes journalistes et leur soutien ». Puisque aujourd'hui, ce sont souvent
les femmes qui parlent au nom de leur genre pour défendre leurs droits. Mais ce qu'il nous faut vraiment, ce serait que tout le monde puisse prendre la parole pour défendre le droit des femmes. Et c'est ce que nous voulons faire avec ce cours, puisque par nature, c'est un cours ouvert en ligne, un MOOC, qui est donc ouvert à toutes et à tous pour que chacun puisse participer à la conversation. Et donc, lorsque nous avons commencé à nous pencher sur la conception de ce cours, nous avons identifié les questions principales, celles qui touchent à tous les aspects du journalisme, par exemple les conversations que le journaliste a avec l'éditeur, les choix qui doivent être faits. Vraiment, nous sommes partis des bases. Et puis, après, nous sommes dit que d'autres sujets méritaient également d'être abordés pendant la formation. Et est-ce que cela n'avait pas été le cas auparavant, peut-être par manque de temps, de moyens, et aussi tout simplement de désir de le faire. Et donc, ce genre de formation n'avait jamais eu lieu avant. Et le but à l'époque était de trouver des formateurs qui sauraient concevoir une formation pertinente dans ces sujets qui n'avaient pas été abordés auparavant. Et dans le cadre de NextGen, nous avons pu connecter le MOOC et NextGen pour identifier les deux domaines prioritaires pour les cours. Donc, nous avons parlé de la violence sexuelle et de la violence basée sur le genre. Et dans ces deux modules, nous nous sommes penchés sur la violence de genre à partir d'une perspective de genre. Qu'est-ce que cela veut dire d'être journaliste noir et queer dans un contexte violent, de risque de torture ou de mort? Nous voulions vraiment lancer cette réflexion dans un contexte, un cadre mondial. Et donc, en parlant avec ces personnes, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait qu'il y ait un espace pour leur donner la parole. Et ce qui est intéressant dans ce MOOC, c'est que vous pouvez écouter les témoignages des différentes personnes. Et cela peut évidemment être très dur pour les personnes qui suivent ce cours, puisqu'on n'est pas dans une salle de cours, il y a vraiment un témoignage direct. Et nous avons voulu que cette expérience soit encadrée, qu'il y ait une expérience interactive, que des questions soient possibles, que les interactions soient possibles. Et je crois que c'était ce qui manquait dans les formations existantes en matière de sécurité pour les journalistes. Nous avons donc tiré de nombreuses leçons. Et en ce qui me concerne et les autres personnes avec qui j'ai travaillé, cela nous a encouragés à créer encore plus de formations cette année. Et cela nous donne aussi les moyens, l'espoir aussi de faire avancer ce genre de formation pour garantir que tous les journalistes dans le monde puissent suivre au moins une sorte de formation de sécurité. Parce que, comme nous l'avons dit, certaines menaces sont simplement numériques. Et si vous êtes victime de harcèlement en ligne, alors vous pouvez peut-être suivre un cours de formation à la sécurité en ligne. Et donc d'adapter à chaque fois le cours à la nécessité spécifique, puisqu'un cours général sur la protection des journalistes n'est peut-être pas adapté au contexte actuel de notre monde. Il y a des journalistes, par exemple, qui ne se déplacent jamais en dehors des frontières nationales et pourtant font face à un environnement hostile. Donc, par exemple, une formation aux postes nationaux est importante également. Et un dernier mot, j'aimerais encourager toutes et tous qui pensent le faire
à suivre cette formation et merci à tous ceux qui ont permis la conception de ce cours en ligne. Merci beaucoup. Merci, Alison. Vous avez donné bons éléments. À la fin, nous reviendrons vers vous pour que vous nous reparliez de la situation des journalistes aujourd'hui. Mais ce qui est important dans ce que vous nous avez dit, c'est que ce cours n'est pas un cours prêt-à-porter et c'est pour cela que nous avons ces cours aussi en espagnol et en français pour qu'ils soient contextualisés pour certaines régions spécifiques. Je vais demander je vais donner la parole à Elodie Viale et à Sandra Chaher. J'aimerais commencer par Elodie et vous demander que vous nous disiez quelques mots des spécificités, des problèmes spécifiques que vous avez rencontrés quand vous avez préparé ce cours pour les francophones. Et cela se concentre surtout sur l'Afrique francophone et les difficultés des journalistes dans cette région. Merci Nadine. Je vais poursuivre en français. Donc, choisissez la langue en bas de votre écran. Je voudrais dire effectivement, c'est qu'il existe une grande diversité des pays francophones. Ok, pardon, j'entends ma traduction. En fait, il faut que vous enleviez vos écouteurs, madame, je pense. Okay. Yes, okay, sorry for that. Donc, c'est effectivement, je voudrais souligner la très grande diversité des terrains francophones et okay. Sorry for that. Et le fait que du coup il soit difficile en fait de faire une analyse déjà globale sur la francophonie dans son ensemble. Ce que je peux dire en tout cas de ce que j'ai observé de la différence entre la manière dont les questions de sécurité sont prises en compte dans le monde anglo-saxon et dans le monde francophone, c'est que eh bien justement cet accent sur la sécurité des journalistes est un petit peu moins mis en avant, malheureusement, au sein des rédactions francophones. Évidemment, c'est très difficile de généraliser puisqu'il existe une diversité des terrains et des rédactions. Mais c'est vrai que cette question de l'inclusion des femmes journalistes semble, eh bien, parfois un petit peu plus une priorité dans le monde anglophone. Il faut aussi comprendre le contexte. Pour beaucoup de rédactions, aujourd'hui, on est dans un enjeu de survie économique où évidemment, il est très difficile de mettre des ressources sur d'autres questions. On est là face à un contexte de pression politique, de pression économique. Et puis, ce qui était très important et que j'ai beaucoup apprécié dans le cours original d'Alison, c'est aussi la nécessité pour les femmes journalistes, bien, quelque part de reconnaître pour les femmes journalistes et leur soutien, de reconnaître en fait ces problèmes de sécurité. Et souvent, on se retrouve un peu empêché, si je puis dire, de les exprimer parce qu'il y a un phénomène d'autocensure qui est à l'œuvre. Moi-même, j'ai commencé dans la profession il y a une petite vingtaine d'années et c'est vrai qu'à l'époque, l'une des premières choses qu'on m'a dites, c'est qu'il faut avoir le cuir épais, la peau dure. Or, les menaces, le harcèlement, ce type d'atteinte à la liberté d'expression, on le sait, touche aujourd'hui particulièrement les femmes journalistes puisque selon l'étude de 2020 de UNESCO et de ICIJ, 73% des femmes journalistes ont en effet déjà subi dans le monde des faits de cyberharcèlement. Donc, il faut évidemment inciter les femmes journalistes à parler. Et dans le monde francophone, en Belgique,
l'Association des journalistes professionnels se mobilise contre le cyberharcèlement des journalistes. En France, l'Association des femmes journalistes Prenons la Une est très investie sur ces questions et vient de lancer une ligne d'écoute disponible pour toutes les femmes journalistes victimes de violences sexuelles ou sexistes. Et au Bénin, Angela Kebja, qui est la journaliste de l'ORTB qui intervient dans la version francophone de ce MOOC, prend la parole pour dénoncer le harcèlement au sein des rédactions. Il faut donc encourager ces mouvements à travers évidemment des discours, mais aussi des ressources, des moyens de l'accompagnement, comme en fournit Mama Project, donc représentée aujourd'hui par Tatiana Mosso, la fondatrice qui donc intervient, qui va parler dans un instant et intervient aussi dans le cours. Et puis, je pense que c'est très important aussi, c'était souligné dans le cours d'Alison et je veux souligner ça aussi, c'est très important pour les rédactions francophones, c'est qu'on ne peut pas parler de sécurité des journalistes sans parler de la sécurité au sein des rédactions. C'est ce que raconte évidemment Angela et on voit bien Angela Kebja, la journaliste béninoise qui intervient dans ce cours, et on voit bien à quel point toutes les problématiques sécuritaires en fait sont imbriquées les unes avec les autres, puisque Angela en fait a subi du harcèlement sexuel au sein de sa rédaction, et c'est lorsqu'elle a voulu dénoncer ces faits de harcèlement en ligne qu'elle a fait face à une vague de trolling. Donc on a bien une imbrication des différents problématiques sécuritaires. Donc c'est vraiment cette approche holistique qui est vraiment essentielle dans ce cours, la prise en compte de la sécurité physique, de la sécurité digitale, de la sécurité psychologique, cette approche globale qui est portée aujourd'hui à travers ce cours de l'UNESCO, du Knight Center for Journalism in the Americas et de IWMF. Eh bien, elle est absolument essentielle et pertinente dans un contexte francophone. Alors la question, c'est plutôt comment aujourd'hui on va faire en sorte de convaincre les rédactions de leur... et je pense que ce qui est très important et ce qui peut fonctionner dans beaucoup de rédactions, c'est de leur rappeler l'impact sur la productivité. En fait, cette question de la sécurité des journalistes, eh bien, quelque part, elle porte atteinte à la productivité éditoriale. Selon l'étude de IWMF réalisée en 2018, un tiers des femmes journalistes envisagent de quitter la profession du fait des violences en ligne contre les femmes journalistes. Et donc, il y a un moment où il faut bien intégrer cette dimension sécuritaire, ne pas considérer seulement l'obsession éditoriale des rédactions, mais prendre également en compte cet enjeu sécuritaire si on veut renforcer et préserver la voix des femmes journalistes au sein des rédactions. Thank you, Elodie, and that is a very important point. Merci beaucoup, Élodie. Vous venez de faire une remarque extrêmement importante parce qu'il faut vraiment dire aux rédactions que si elles ne prennent pas ce problème au sérieux, elles vont avoir des difficultés à fonctionner tout simplement et à faire un travail productif et de valeur. Et je vais me tourner maintenant vers Sandra pour savoir comment ça se passe dans les pays hispanophones. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Nadine. En ce qui concerne la spécificité de notre région, il y a un aspect que nous avons relevé, c'est que le cours originel en anglais était essentiellement orienté sur des problèmes de sécurité dans le cas de conflits traditionnels. Et je pense à des guerres comme celle qui a lieu en ce moment en Ukraine ou au Moyen-Orient. Mais ça ne correspondait pas à la situation en Amérique latine, ce qui ne signifie pas que nous n'ayons pas précisément une des régions où il y a le plus de problèmes de sécurité sur la planète. D'après une étude de l'ONU, l'année 2020 et en 2020, notre région et l'Asie-Pacifique sont les deux plus dangereuses.
pour les femmes journalistes. Alors, nous nous sommes demandé les conflits, comment se passe-t-il dans notre région? Les manifestations sociales ou politiques qui sont très courantes et nombreuses en Amérique latine sont des espaces d'insécurité parce que les forces de sécurité sont dans la répression contre les manifestants, certes, mais aussi contre les journalistes qui couvrent ces événements. Et puis, il y a une autre situation sur laquelle Patricia va insister, c'est le cas du Mexique, qui est très spécifique, mais qui existe aussi dans d'autres pays. C'est la couverture des délits liés à la criminalité organisée, et en particulier au narcotrafic, et qui remet en cause la santé physique, la santé mentale, la vie même des journalistes. Les statistiques le montrent, et là je reprends le rapport du rapporteur pour la liberté d'expression de 2020 de l'ONU. Il y a une différence en suivant les rapports, mais il y a eu entre 20 et 22 journalistes, reporters assassinés en Amérique latine, et il y en a eu 6 au Mexique et au Honduras, au Venezuela, au Guatemala, au Paraguay et à la Barbade. Donc il n'y a qu'un à 2 cas là de journalistes assassinés. Et donc au Mexique, nous en fait nous sommes 3 fois au-dessus de la moyenne des pays de la région. Et puis, je voudrais me référer à une idée qui apparaît maintenant dans les rapports internationaux et que l'on constate dans la réalité sur le terrain, c'est que les assassinats de journalistes se produisent de plus en plus dans des pays qui ne sont pas en guerre, qui en théorie sont donc en paix, entre guillemets. Et d'après ce rapport Reporters sans frontières de 2020 sur les journalistes et reporters assassinés, en 2020, 68% de ces assassinats se sont produits dans des pays qui sont soi-disant en paix. Et je crois que cela vous montre le type de conflit que nous avons, en particulier dans notre région. Et là, je suis d'accord avec Élodie pour dire qu'il y a une immense diversité en fonction des pays. Et cela, nous le montrons très clairement dans le cours en espagnol avec 3 personnes. Patricia Mallorca, qui va parler aujourd'hui, puis Yarick Fehme de République dominicaine et Anastasia Mejia du Guatemala, qui présentent des situations extrêmement différentes. Et donc, il y a beaucoup de diversité entre les pays d'Amérique latine en ce qui concerne la situation d'insécurité pour les femmes journalistes. Et puis, pour conclure, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Élodie, c'est-à-dire la violence numérique de genre, qui est quelque chose de très important. Le rapport qui a été mentionné par Élodie donne 2 données qui sont très importantes. 20% des femmes interrogées ont dit que ces agressions en ligne ensuite se sont transformées dans la vie physique. Tout ceci pour souligner que l'on pense que la violence en ligne s'arrête là et que c'est peut-être moins grave. Mais ce n'est pas le cas parce que non seulement parce que la violence en ligne a déjà un impact, mais aussi parce que ça a un impact sur la vie réelle. Et puis, autre élément qu'il faut souligner dans ce rapport, c'est que la raison pour laquelle ces femmes ont été agressées le plus souvent, c'est quand elles couvraient des questions de genre. Donc, nous voyons une avancée des réactionnaires et des fondamentalistes qui s'attaquent aux droits des femmes. Et si une journaliste s'exprime en défendant l'égalité de genre ou en couvrant un de ces thèmes, eh bien, elle sait qu'elle sera cible de ces attaques. Et enfin, je voudrais souligner une recherche qui a été faite en Amérique latine au niveau régional, communication pour l'égalité sur la violence dans le monde numérique et l'incitation à la haine et à la violence. Parce que là, nous comprenons
comparons les réactions des femmes journalistes et des hommes journalistes face à justement cette violence en ligne de genre, même si les agressions vis-à-vis des femmes sont très concentrées sur le sexisme. Mais si on regarde la réaction des journalistes, on voit que les femmes, en général, qu'est-ce qu'elles font? Elles ferment leur compte, elles se retirent des réseaux sociaux, elles cessent de publier des posts sur les questions de genre et donc elles s'auto-censurent beaucoup plus que les hommes. Voilà, je m'arrête là, Nadine, et je reviendrai tout à l'heure à vous. Eh bien, merci Sandra, et merci d'avoir parlé des implications dans la vie réelle de la violence en ligne contre les femmes journalistes en particulier. Vous, dans le chat, vous voyez des liens vers chacun des cours dans les 3 langues. Et puis, il y a le hub de réponse à la violence en ligne. C'est une plateforme qui a été lancée l'année dernière et qui a été construite par une coalition de plus de 50 coalitions pour mettre en commun des ressources pour identifier justement des solutions. Et nous allons mettre le lien vers cette plateforme aussi dans le chat. Maintenant, nous allons entendre 2 journalistes au travail qui vont nous parler de leurs expériences et de ce à quoi elles sont confrontées dans leur travail quotidien. Je commence par Tatiana Mossot de Côte d'Ivoire. Je suis très heureuse de vous avoir parmi nous, Tatiana. J'aimerais que vous nous disiez quelques mots du travail que vous faites dans la Fondation Mama et l'importance de ce réseau d'autres femmes journalistes pour que les femmes journalistes puissent se soutenir entre elles. Pouvez-vous nous parler de ce projet? Bonjour à tous et encore merci. C'est un honneur pour Mama Project qui est une toute jeune structure et qui vient aujourd'hui essayer à notre niveau d'accompagner des femmes journalistes, d'accompagner les journalistes africains francophones en général. Pourquoi je dis en général, mais j'ai commencé par les femmes, c'est parce que depuis plus de 17 ans que je travaille sur le continent, mes collègues sont en majorité des hommes. Donc, sans m'appuyer sur mes collègues masculins, je ne peux pas aider mes collègues féminines. Et donc, l'idée de Mama Project, c'est de dire aux femmes journalistes africaines, vous n'êtes pas seules. C'est de pouvoir, de façon très pratique, pointer du doigt les obstacles que l'on rencontre toutes, que l'on soit des correspondantes internationales, que l'on soit des journalistes locales, c'est de pouvoir dire, voilà, on a des difficultés qui vont être communes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut être une JRI, comme moi j'ai été longtemps JRI, et qu'on veut aller sur un terrain de conflit. On a le choix, malheureusement, sur le continent africain, des terrains en conflit. On a l'Est de la RDC, on a aujourd'hui toute la zone, la bande du Sahel qui est extrêmement dangereuse. Eh bien, quand on dit, moi, je veux aller tourner des histoires dans ces zones-là, et qu'on est une femme, comment ça se passe? 2 scénarios. Vous êtes, comme ça a été mon cas, journaliste pour une grande chaîne internationale qui va vous donner les moyens pratiques. Je ne dis pas que tout était parfait. Là aussi, il y aurait des critiques à émettre aujourd'hui sur comment est-ce qu'une chaîne internationale gère une correspondante sur un terrain en conflit. Mais il y a déjà un décalage qu'on peut observer entre une journaliste, une correspondante internationale et une correspondante locale, c'est-à-dire une de mes consoeurs qui va travailler dans une chaîne locale et qui, comme moi, va vouloir aller au nord de son pays à elle, couvrir la même histoire que moi. C'est même pas sûr que son rédacteur en chef la laisse partir. Pourquoi? Parce que les femmes, elles ne s'amusent pas à aller sur les terrains en guerre. Non. 2, ok, d'accord, comme tu parles la langue du nord du pays et que c'est ton village, ce sont tes connexions, ok, tu peux y aller, mais on va quand même te mettre un collègue avec toi, ce sera plus safe. Ce collègue-là,
va être celui qui va être potentiellement capable de lui faire des attouchements, potentiellement capable de la harceler moralement, potentiellement capable de garder l'argent de la mission, puisque dès que vous partez en mission, on vous donne des perdièmes. Donc, ce que je veux dire, c'est que les agressions faites aux femmes, c'est ce que disait Élodie tout à l'heure, elles sont psychologiques, elles sont physiques et elles sont devenues digitales. Mama Project a pour vocation, d'ouvrir les tiroirs et les portes des placards où tout a été enfermé et de dire, on a tous ces difficultés-là sur le terrain, on a tous ces difficultés-là dans les rédactions et on en parle. Ça, c'est la première vocation. La deuxième, c'est de dire, OK, une fois qu'on a accepté d'en parler, et accepter est important, parce qu'il y a un tabou dans notre métier qui est très fort, une loi du silence qui est assez forte. Pourquoi? Elle peut être liée à la puissance masculine qui régit le métier, elle peut être liée pour des raisons économiques, c'est qu'on est quand même dans un métier précaire où gagner son salaire à la fin du mois, c'est plus important que de dire qu'on est harcelé au travail. Donc, du coup, notre deuxième vocation, c'est qu'une fois qu'on a fait accepter ces difficultés, ces obstacles, quels qu'ils soient, aux femmes et aux hommes qu'on accompagne, c'est de dire concrètement qu'est-ce qu'on fait. Et la première chose, et ça c'est une tradition qu'on a en Afrique francophone, qui est de dire on est ensemble. On est ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul face à votre obstacle, vous n'êtes pas seul face à vos difficultés, vous n'êtes pas seul face à votre paranoïa qui peut venir en vous disant mais pourquoi tous les collègues m'empêchent de travailler sur ce papier? Pourquoi est-ce que mon rédacteur en chef me met au banc de la rédaction? Vous n'êtes pas seul. Et mon expérience de journaliste à couvrir, à arpenter l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe, et notamment à couvrir des conflits, ce qui était mon choix, quand j'ai fait le bilan, je me suis dit, qu'est-ce qui pour moi a été le plus dur? Eh bien, ça a été d'être isolée. Ça a été d'être isolée, de me retrouver en tant que jeune femme, en tant que femme, dans des situations où j'étais en majorité entourée de collègues, hommes, et où j'avais envie d'avoir une collègue femme, peut-être une aînée, à qui poser la question de « Toi, tu t'es déjà retrouvée au fond du Tchad avec 3 collègues masculins qui, le soir, une fois que le reportage est fini, en fait, ils posent tous la bouteille de whisky et en fait, si tu ne bois pas, tu n'es pas une vraie journaliste. Tu fais quoi dans ce cas-là ? Comment tu réagis, comment tu appréhendes? Est-ce qu'il faut boire pour être une vraie journaliste? Est-ce que, en fait, de devenir, comme on dit en anglais, un tomboy, ça prouve qu'on devient une vraie journaliste de terrain? Est-ce qu'une mutation de qui on est, ça prouve qu'on est une vraie journaliste de terrain? Donc, il y a toute cette réflexion aujourd'hui. Est-ce que pour que les femmes se sentent safe dans ce métier, il faut qu'elles mutent? Et j'ai presque envie de dire aujourd'hui que non, pourquoi? Moi j'ai essayé, hein, je le dis parce que j'ai essayé, ça a été mon expérience, mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut engendrer une mutation pour être protégé, pour se sentir en sécurité? Pourquoi ce n'est pas à notre environnement de muter? Et ça, c'est le cas aussi dans le harcèlement scolaire. Ce n'est pas à la victime de changer, c'est à l'environnement d'opérer des changements. Et donc, nous, chez Mama Project, on essaye à notre niveau, avec nos capacités, et grâce aux outils de l'UNESCO, de IWMF et de d'autres acteurs impliqués, eh bien, de se servir de ces outils concrets, de les apporter au plus près, de les traduire. Et je remercie encore Élodie Vial de nous avoir contactés pour qu'on l'accompagne dans l'adaptation en français du cours d'IWMF, parce que ça a été précieux. Pourquoi ça a été précieux? Vous n'imaginez pas l'impact de ce cours sur les participantes qu'on a eues et les participants. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on leur a posé une question toute simple. Est-ce que vous avez déjà été victime de harcèlement dans votre métier? Ils nous ont dit non, non. Même les femmes, non, 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 ça c'est des sujets de blanc, ça, excusez-moi, hein, mais c'est ce qui se dit. C'est des sujets, c'est des préoccupations de l'Occident. Nous, on n'a pas ce genre de problème. Ok, très bien, on va mettre le cours en place. On met le cours en place. Et au fur et à mesure qu'ils sont confrontés aux trolls, qu'ils sont confrontés au doxing, ah ouais, en fait, donc le jour où moi j'ai vu ça sur mon Facebook, ça voulait dire ça?
Ah, mais quand je reçois des collègues, des messages de mon rédacteur en chef à 23 heures qui me dit ça, qui me dénigre, qui m'insulte, qui me dit que mon papier n'est pas bon et qu'il est à jeter à la poubelle, est-ce que finalement, recevoir ça tous les jours pendant un mois, je ne suis pas un peu victime de harcèlement? À la fin des 4 heures de cours, puisqu'on prend le temps que chacun, puisque ce sont des termes nouveaux, ce sont des outils totalement nouveaux pour eux, à la fin de ce cours, nous, chez Mama Project, on a instauré une discussion, un débriefing. Pourquoi? Parce que c'est lourd, parce qu'on a été chercher quelque chose d'enfoui, parce qu'on a été chercher des non-dits. Et la réussite de votre outil, c'est de réussir à le débriefer après. Et si vous voyez l'impact que ça a sur des journalistes qui sont pourtant aguerris, des journalistes qui sont convaincus que ça n'arrive qu'aux autres, et de pouvoir leur dire, même si ça ne vous est jamais arrivé, vous avez le pouvoir entre les mains, eh bien d'aider un collègue, d'aider une consoeur, de participer à changer cet environnement, comme je disais tout à l'heure. Et à la fin, donc nous, on organise ça sur à peu près 7 heures de cours, parce que les discussions derrière sont juste intenses, et on s'est rendu compte du besoin de débriefer de ce genre de cours après, et les langues se délient et ça leur fait du bien, et on a beaucoup de retours en nous disant « mais pourquoi vous ne le faites pas dans les rédactions, ce cours-là » Et pourquoi aujourd'hui, de façon très pratico-pratique, on ne le fait pas dans les rédactions? C'est parce que les rédactions ne reconnaissent pas que c'est un problème, ne reconnaissent pas que c'est un des dysfonctionnements de leur production. Ça vient, donc on passe par des chemins détournés, ça vient lentement, mais aujourd'hui, je pense que des initiatives comme la nôtre, des initiatives comme des freelances, des journalistes freelance qui essayent des choses aujourd'hui ont besoin d'être soutenues. Des femmes qui sont journalistes freelance, qui couvrent le terrorisme en permanence. Et là, je pense à des journalistes nigériennes, tchadiennes, des femmes qui vont travailler sur Boko Haram tous les jours, c'est leur quotidien. Elles, quand on arrive à les avoir en formation, déjà c'est très rare parce qu'il faut savoir qu'ici, la formation, elle est réservée d'abord aux hommes. Les femmes, elles ont l'information d'une formation parce qu'elles ont vu un papier traîner, parce que très rapidement, on leur a dit « Ah, mais moi, je vais à telle formation, tu viens pas ?» Ben non, je ne suis pas au courant. Et nous, on a envie d'aller chercher ces femmes isolées, celles qui couvrent l'extrémisme, le terrorisme et qui couvrent aussi les violences de tous les jours et de leur dire « Vous n'êtes pas seuls, nous, on vous accompagne et il y a des outils qui existent, il y a d'autres femmes à travers le monde qui ont réfléchi aussi et qui se disent « Qu'est-ce qu'on met en place ?» Il y a des hommes qui se sentent concernés par ce qui arrive aux femmes journalistes, qu'est-ce qu'on met en place? Et nous, on essaye d'être en gros un vecteur chez Mama Project. Tatiana, thank you so much for the work that you're doing. Merci beaucoup, Tatiana, pour le travail que vous faites. Merci d'avoir partagé ce que vous faites dans votre travail, ce qui est important pour les journalistes ici et pour les rédactions plus modestes qui n'ont pas de soutien institutionnel. Merci pour votre travail. J'aimerais tout de suite donner la parole à Patricia Mayorga Ordóñez, qui est journaliste d'investigation au Mexique. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous savons et nous avons vu ces dernières semaines que le Mexique reste l'un des pays les plus dangereux pour les journalistes au monde. Et nous voulons vraiment vous donner la parole aujourd'hui pour savoir comment vous gérez ce contexte et savoir si le genre a un rôle dans la sécurité et quelles sont les mesures que vous avez mises en place dans votre contexte à risque. Patricia, votre micro n'est pas allumé. M'entendez-vous? Merci beaucoup pour cette invitation. Merci aux institutions qui l'ont soutenue. Je suis journaliste mexicaine du nord du Mexique. J'habite à Chihuahua
Et mon expérience, comme celle de beaucoup de femmes journalistes, j'ai dû fuir ma région. J'ai dû partir pendant 3 ans de mon pays après avoir reçu des menaces. Et comme je vous le disais, le contexte mexicain est extrêmement dangereux pour que vous compreniez bien. Donc, durant cette période, j'ai pu partager avec d'autres collègues de l'impact émotionnel de notre travail. Lorsque la guerre contre le narco commence au Mexique avec Felipe Calderón, il y a une pression, une vague de violence qui déferle, en particulier sur le nord du pays. Et en particulier là, dans ma région, là où vit ma famille, mes amis, où je vis moi. Et à ce moment-là, nous, les journalistes, nous devenons des correspondants de guerre. Sauf que dans le cas des correspondants de guerre, eh bien, ils ont l'occasion de se préparer émotionnellement et physiquement, etc. Mais nous n'étions pas préparés. Ça nous est tombé dessus et c'était le cas dans notre pays, au Mexique, mais dans beaucoup d'autres parties d'Amérique latine. Et donc, il a fallu se former pour couvrir ces événements, pour aller sur le terrain. Et également en sécurité numérique, ce qui est un domaine dans lequel nous continuons de nous former, de travailler. Et je parle ici d'une époque d'il y a plus de 10 ans. Et donc, lorsque cette violence se déferle à ce moment-là, et on commence à couvrir tout ce qu'il se passe, les événements, un peu comme des machines, parce que c'était tous les jours, il y avait des massacres, des disparitions forcées. Et nous n'avions pas le choix. Tout simplement, il fallait faire face à la situation, couvrir les victimes, les victimes de violation des droits humains, mais également des cas d'abus de la part des entreprises extractives. Et nous avons petit à petit réalisé qu'il y avait un impact émotionnel très fort sur nous-mêmes, sur les journalistes. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai dû fuir le pays. Et j'étais obligée de prendre du recul, d'arrêter. D'arrêter de vérifier les nouvelles à chaque instant et d'essayer de comprendre que je pouvais continuer à vivre et à peut-être mettre en place des stratégies plus pérennes pour le type de journalisme que je voulais faire. Et à ce moment-là, ça m'a permis de me détendre, de prendre un nouveau départ, et je l'ai partagé avec d'autres collègues journalistes. Et à ce moment-là, j'ai expérimenté quelque chose qui est très commun pour les écrivains, c'est-à-dire le stress de la page blanche. Et je n'arrivais même plus à me concentrer. C'était comme une surcharge émotionnelle. Et donc, au moment où j'ai pris du recul, je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à écrire, je n'arrivais plus à couvrir, parce que justement, nous, les journalistes, ce que nous faisons, c'est écrire. Et pour cela, il faut que nos émotions soient structurées dans notre cerveau, que nous puissions analyser ce qu'il se passe. Et tout cela, ça passe par le corps, par l'esprit. Et nous sommes des êtres humains, pas des robots. Et si on ne traite pas les problématiques émotionnelles, psychologiques, eh bien, ce n'est pas possible. Et de nouveau, grâce à ce recul et aussi à la distance avec mon pays, je me suis rendu compte que tous les jours, alors que nous couvrons ces événements, ceux et celles qui peuvent le faire, parce que parfois il y a des jours où on ne peut pas, parce que qu'il y a une pression énorme dans notre pays, des gouvernements locaux et stataux, fédéraux aussi, qui ne nous permettent pas de publier ce que nous voulons, en faisant pression sur les rédactions. Et au Mexique, beaucoup des mouvements, des réseaux de journalistes ont été menés par des femmes.
Et bien sûr, on peut couvrir tous les massacres, tous les incidents violents, tout ce qu'il se passe. Mais il était très frustrant, et c'est toujours le cas aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de conséquences. Il ne se passe rien. On voit que ça fait des années et des années qu'on est en train de raconter les mêmes histoires, dans le même contexte. Des choses extrêmement graves. Et en 2017, quand ils assassinent ma collègue Miroslava Bric, il existait cette menace qui n'était pas nommée clairement, parce que ces homicides qui avaient lieu dans cette zone, c'était en réalité le résultat de la narcopolitique. Et la narcopolitique, à cette époque, c'était tabou. On ne pouvait absolument pas en parler dans les médias, dans la presse. Aujourd'hui, on commence petit à petit, il y a des campagnes de sensibilisation, les autorités commencent à en parler. Mais en réalité, la situation est exactement la même aujourd'hui. Puisque les autorités, à tous les niveaux, même si elles le reconnaissent, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de changement, il ne se passe rien. Et aujourd'hui, la narcopolitique est intronisée dans certaines municipalités, dans certaines structures du gouvernement fédéral et au niveau des États du Mexique. Et dans ce contexte, eh bien, que faire? Alors, la seule chose à faire, c'est de se renforcer personnellement. Et moi, j'aimerais remercier beaucoup de journalistes comme Gustavo Goretti au Pérou qui m'ont donné un accompagnement psychosocial, comme celui qui m'a été offert à Luna, qui est une organisation qui se dédie à cela. Et dans mon histoire, dans mon témoignage, j'ai dit, eh bien, je couvre une guerre. Pourquoi? Parce que ce qui se vit aujourd'hui au Mexique, c'est une guerre. Ce n'est pas une guerre traditionnelle comme dans d'autres endroits, mais il n'y a pas d'autre mot pour nommer ce qui se passe dans notre pays. Et donc, de me dire, aujourd'hui, je suis grand reporter de guerre et je couvre cette réalité. Et aujourd'hui, maintenant que cette guerre, elle dure depuis une dizaine d'années, on ne peut plus dire qu'on est pris par surprise. Il faut se préparer, il faut se former. Et au Mexique, je fais partie d'un réseau de journalistes du quotidien, la Red des periodistas à pied. Nous sommes plusieurs dizaines de journalistes et moi, je suis dans le domaine de la liberté d'expression. Et je couvre tout ce qui est homicide, agression de journalistes, et beaucoup d'organisations nous soutiennent dans cette lutte. Et nous sommes penchés également beaucoup sur la formation. Nous avons perdu l'oratrice. Et en particulier, rendre ces formations accessibles aux journalistes sur le terrain. Parce que quand nous sommes sur le terrain et que nous avons les ressources qu'il nous faut, mais en général, nous avons peu de moyens d'analyser les risques et également d'analyser notre niveau de risque. Comment est-ce que les autorités se comportent avec moi? Quels sont mes moyens? Quelles sont mes ressources? Quels sont les éléments qui vont m'apporter plus de sécurité? Et donc, il nous faut des formations pour pouvoir générer ces analyses de risque stratégiquement, que ce soit vraiment une stratégie, un outil que nous puissions développer pour dénoncer, pour mettre en lumière certaines choses, mais aussi pour gérer notre peur, pour gérer nos émotions, parce que souvent, quand on est sur le terrain, on ne reconnaît pas la peur, parce qu'on est trop habitué. Et en particulier, les rédactions mettent la pression, ils disent, il faut qu'on ait ces articles sur ces sujets, donc ils ne nous donnent pas l'espace pour nous prendre du recul et reconnaître cette peur. Et comment utiliser cette peur et l'utiliser comme une arme? Comment utiliser la colère? Comment utiliser la frustration? Dans notre pays, on a l'impression de faire face à un monstre à 100 têtes et on en coupe une et il y en a 10 autres qui repoussent puisque ce sont les autorités elles-mêmes qui sont criminelles et qui sont dans le même temps responsables de la justice.
Et souvent, les mécanismes en place par les autorités, ce sont des mécanismes de mise en sécurité dans un autre État, dans une autre ville du pays, lorsqu'on reçoit des menaces en tant que journaliste. Mais aujourd'hui, il y a des critiques face à ce mécanisme qui est coûteux, d'autant plus, et peu efficace. Et donc, ici, on aimerait mettre l'accent sur ce dont nous avons besoin, nous, les journalistes, et ce auquel les autorités n'apportent pas de réponse. Voilà ce que je voulais partager avec vous, à peu près. Merci beaucoup, Patricia, d'avoir partagé ceci avec nous et merci de parler de l'aspect psychologique de ces situations parce que c'est une composante essentielle de ces situations. Et nous admirons le travail que vous et vos collègues faites au Mexique dans des circonstances aussi difficiles. Nous avions un peu de temps pour entendre les questions de ceux qui sont connectés, mais puisque nous avons entendu différents points de vue, et il faut maintenant dire quelques mots de ce qui se passe au sein des rédactions. Et je voudrais maintenant donner la parole à Émilie. Je sais que Yémile Bouquet, qui travaille sur les risques et la sécurité à BuzzFeed, et nous aimerions savoir, puisque nous savons que vous avez des gens sur place en Ukraine, que vous nous parliez de ce qui se passe dans les rédactions et qu'est-ce qui manquerait encore dans les rédactions dont vous auriez besoin, vous et vos collègues. On ne vous entend pas? Le micro n'est pas branché, sans doute. On a un petit problème, on ne vous entend pas du tout. Yémile Bouquet. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, on vous entend beaucoup mieux sans les AirPods, effectivement. Tous ceux qui se sont exprimés avant moi ont parlé de différents éléments que je souhaitais soulever. D'abord, ce qui nous manque dans les rédactions, et nous commençons à le savoir. Et l'une des choses qui manque depuis longtemps, c'est comment gérer le risque et une formation. Souvent, on nous dit, allez, on rajoute une petite section sur la violence sexuelle. Juste pour les journalistes femmes, les hommes, vous pouvez sortir, on va faire ce petit module avec les femmes. C'est des choses comme ça. Et pour nous, c'est évident. Pourquoi cela est inadéquat? C'est évident à nos yeux, car la violence sexuelle n'est pas la seule forme de violence basée sur le genre. Cela n'affecte pas non plus uniquement les femmes, et nos collègues hommes devraient le savoir aussi. Devraient savoir quels sont les types de violences auxquelles les femmes sont confrontées dans le journalisme et que ça ne vient pas forcément d'adversaires externes. Il y a la question du harcèlement sexuel sur le lieu du travail et avec les collègues. Et donc, ça, les femmes journalistes doivent en être saisies, mais les hommes aussi. Et puis, il faut une formation aussi en fonction de l'identité. Et ça, cette formation, elle est insuffisante. Et ce qui m'a plu dans le cours d'Alison et dans ce qu'ont dit tous ceux qui font de la formation en matière de sécurité, c'est qu'il faut prendre l'identité en tant que point de départ. Pour toutes les approches que nous avons. Donc, c'est vrai pour le genre, l'orientation sexuelle, le statut familial, le statut professionnel, etc., etc. Et ça veut dire que c'est différent, la situation est complètement différente d'un journaliste à l'autre. Parce que si vous êtes une femme journaliste, que vous avez un château au Royaume-Uni où vous pouvez vous échapper, c'est un peu différent de la situation d'une femme journaliste au Guatemala qui vient d'une petite communauté locale.
Je ne dis pas que l'une est plus en sécurité que l'autre, je dis simplement que l'approche est différente. Et il faut avoir aussi une approche historique. Il faut la composante de l'aide psychique et puis aussi parler de la sécurité numérique. Et il faut donc savoir d'où vient la menace et quel est son impact. Parce qu'en plus, comme on l'a dit, ça peut avoir des conséquences dans le monde physique, ce harcèlement émotionnel et ce harcèlement numérique. Par exemple, si vous recevez une lettre, ça peut vous affecter. Et puis, cela peut avoir un impact sur ma santé physique, ma santé psychosociale, sur mes relations familiales, sur ma vie personnelle. Et donc, il faut établir le lien entre les deux. Et donc, il faut une approche plus holistique. Et Elodie en a parlé. Il faut traiter le risque de façon holistique. Certes, si on est envoyé pour couvrir l'Ukraine, puisqu'on a tout ça en tête. Bien sûr, il faudra plus discuter des mouvements de troupes sur le terrain, mais il y a aussi des attaques cyber en Ukraine et des vulnérabilités de nos moyens numériques. Donc, c'est bien d'avoir un cours de formation avec des militaires qui vont vous dire quelle est la situation de conflit. Ça, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Et puisqu'on parle de conflit, être une femme, ça ne vous met pas plus en risque dans une situation de conflit. En fait, c'est un plus par rapport à vos collègues hommes, parce que par exemple, s'ils doivent passer un checkpoint, s'il y a des jeunes soldats qui ont le doigt sur la gâchette, si vous êtes accompagné de femmes, ils seront peut-être moins prompts à tirer. Et donc, être une femme, ça peut soit être plus sûr, soit créer davantage de vulnérabilité. Et tout ça, il faut le voir de façon holistique. Alors, que faisons-nous à BuzzFeed ? De plus en plus, nous adoptons cette approche holistique comme d'autres dans nos formations. Il y a des formations donc pour les troubles civils, pour les catastrophes naturelles, pour les zones de conflit, les zones de guerre traditionnelles, conventionnelles. Après, il faut définir comment on définit une zone de conflit. Ce qui est un conflit pour les uns ne l'est pas pour les autres. Il faut aussi ajouter dans cette formation la prévention, la réaction à la violence en ligne. Et il faut aussi une formation sur le harcèlement dans les rédactions, parce que bien sûr, tout le monde peut être harcelé. Vous savez, même, c'est pas seulement ceux qui couvrent la vie politique, ça peut être aussi ceux qui couvrent les célébrités, les people, ça peut être ceux qui couvrent l'environnement, qui sont de plus en plus menacés. Et donc, il faut des formations spécifiques. Et il faut que ce soit accessible pour tout le monde dans les rédactions. Il faudrait même que ce soit obligatoire. Et j'en viens maintenant à la santé mentale. Et donc, pour cela, il faut des ressources. Bien sûr, moi, je suis dans une entreprise qui a beaucoup de ressources à donner aux journalistes et j'ai beaucoup de chance. Je sais que mon expérience n'est pas transférable à toutes les rédactions, mais quand dans les rédactions, même si on n'a pas les ressources, il faut reconnaître ce qui se passe, reconnaître que là, cette mission va avoir un impact sur ta santé mentale et il faut qu'on le reconnaisse tous. Et nous avons, et si on a les ressources, alors il faut faire quelque chose pour aider aussi ces personnes ces journalistes confrontés à ces situations. Et il faut arrêter de dire laisse tes émotions dans le placard pour faire du bon journalisme. C'est absurde. Et il faut que le message vienne des leaders. Moi, j'ai été récemment appelée
pour travailler sur l'Ukraine. On travaille 24 heures sur 24 sur l'Ukraine, c'est épuisant. Et un leader a dit à quel point un de nos dirigeants a dit à quel point ça a affecté sa vie familiale. Et le fait qu'il puisse reconnaître sa vulnérabilité, ça nous a tous aidés. Parce que moi, je me suis dit, mais pourquoi moi j'ai autant de mal? Pourquoi j'ai du mal à traiter tous ces faits, tous ces événements? Et au moment où je l'ai entendu parler, je me suis dit, mais je ne suis pas la seule. Ça m'a donné de la force, ça m'a fait me sentir bien. Donc, c'est aussi cette idée qu'on est ensemble. Et ensuite, je crois que ce qu'il faut, c'est que vraiment les dirigeants des rédactions, les rédacteurs en chef doivent comprendre, reconnaître le risque. Et il faut que cela vienne moins des journalistes qui sont sur le terrain et qui éprouvent les risques que des rédacteurs en chef qui doivent reconnaître ces risques et leur impact sur les journalistes. Voilà, j'espère avoir fait le tour de la question. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience, vous qui mettez sur pied ces cours de formation dans les rédactions. Merci. Et je viens maintenant à ma prochaine question que je vous pose à toutes. Et il y a une question dans notre audience. Quel rôle jouent les rédacteurs en chef? Et vous l'avez dit, est-ce que s'il y avait davantage de femmes rédactrices en chef, s'il y avait davantage de représentation de femmes, est-ce qu'il y aurait une approche beaucoup plus holistique et intersectionnelle? Allez, je vais répondre. Oui, tout à fait, tout à fait. L'une des bonnes tendances, justement, c'est qu'il y ait plus de femmes leaders, plus de femmes impliquées dans toutes ces questions de sécurité et qui prennent des initiatives, et pas simplement des instructeurs ou des formateurs. Mais c'est ce que font Tatiana avec son initiative, Elodie exactement, également Patricia. Pourquoi c'est important? Parce qu'elles ont l'expérience. Vous pouvez sensibiliser les journalistes à ce dont ils ont besoin. Et plus nous aurons de personnes qui ont des postes importants dans les rédactions, qui ont cette expérience sur le terrain, qui ont été confrontées au risque, plus ces rédactions plus les rédactions prendront conscience qu'il faut accompagner ceux qui vont sur le terrain et pas les laisser tout seuls, en particulier en début de carrière. Merci. Il y a beaucoup de questions. Je vais essayer d'en poser un maximum. Et ensuite, à la fin, je vous demanderai chacune de nous dire un ou deux trucs en matière de sécurité que vous voudriez transmettre et que vous avez recueillis. Alors, Tatiana, vous avez parlé du harcèlement sexuel dans les rédactions et de la loi du silence qui existe à cet égard. Et j'aimerais demander à Alison, est-ce que vous avez vu cela dans d'autres contextes? Et comment les rédactions peuvent-elles faire face à ces problèmes, de ces menaces qui viennent de l'intérieur même des rédactions? Oui, eh bien, ça semble récent, mais c'est simplement parce qu'on a commencé à en parler et c'est plus visible maintenant. Mais ça fait des décennies que ça existe dans les rédactions, ces abus de la part de gens qui ont des rôles de pouvoir, des postes de pouvoir. Et là, il y a un véritable changement de culture. Nous avons maintenant les mots pour le dire et nous avons aussi la solidarité de nos collègues qui nous aideront à dénoncer ce type de harcèlement. Donc, il y a deux volets. D'abord, la culture de la rédaction elle-même et le fait que les gens sont beaucoup plus informés ou qu'ils sont soutenus. Mais c'est la même chose
c'est les dirigeants, les rédacteurs en chef qui doivent mettre en place un code de conduite et ne pas tolérer dans leur rédaction ce type de comportement. Eh bien, il ne faut pas que ça se passe après coup. Il faut qu'on travaille dans un environnement qui soit sûr et où tous ces éléments soient pris en compte. Et je pense que les choses vont changer comme vous l'avez dit. Il y a différents types de personnes dans une rédaction. On ne peut pas avoir une politique holistique si on ne s'adresse qu'aux femmes ou qu'à un petit groupe. Il faut normaliser ces groupes de journalistes divers qui s'entraident, qui s'appuient mutuellement. Et je crois que ça commence vraiment à se faire maintenant. Mais certains de ces comportements à l'ancienne sont bien enracinés. Et donc, il faut continuer à essayer de s'en débarrasser. Et il faut avoir un réseau d'amis, de collègues avec lesquels on puisse parler. Ça, c'est vraiment important, de pouvoir avoir quelqu'un à qui en parler. Voilà ce que je souhaitais dire sur ce point. Merci beaucoup. J'aimerais, Rosenthal, je crois que vous êtes toujours là. Quel est le rôle des écoles de journalisme à vos yeux? Parce que il y a peut-être des étudiants journalistes ou des professeurs qui nous écoutent. Et le cours dont nous parlons aujourd'hui, c'est une ressource importante. Mais comment les journalistes et les formateurs peuvent préparer tous les journalistes dans leur salle de classe, et en particulier les femmes journalistes, les préparer aux réalités auxquelles elles vont être confrontées? Eh bien, je crois que c'était très important et c'est nouveau. Et quand Alison a commencé à montrer les origines de ces formations en matière de sécurité, j'ai beaucoup apprécié parce que je dois vous dire que moi, je suis d'une génération de journalistes qui n'ont reçu aucune formation. J'ai couvert plusieurs guerres et je suis partie, mais sans aucune préparation. Non seulement sur les questions de sécurité, mais aussi sur les effets psychologiques du fait de couvrir une guerre. Et comme Alison l'a dit, il y avait un véritable déni de tout cela. Mais maintenant, à travers des nouvelles disciplines du journalisme, c'est-à-dire le trauma, le bien-être mental et psychique des journalistes, et l'autre volet nouveau, c'est la sécurité. Et les écoles de journalisme sont vraiment en retard là-dessus. Il y a très peu d'écoles de journalistes qui soient actives et qui prennent des mesures pour faire en sorte qu'on ne laisse pas sortir des journalistes de nos écoles sans qu'ils aient suivi ces formations et qu'ils aient des connaissances sur ces deux disciplines qui sont nouvelles, comme je le disais, la sécurité et la santé psychique. Et ce que fait l'IWMF et ce que fait l'UNESCO, c'est très important en la matière et ça devrait être repris dans les écoles de journalisme. Merci Rosenthal et merci d'en parler dans vos salles de classe. J'ai deux questions dans l'audience et ensuite nous conclurons. D'abord, quelles sont les actions de plaidoyer qui ont été prises en ce qui concerne la sécurité des journalistes femmes et leurs conditions de travail? Alors, j'aimerais que chacune, vous me disiez si dans vos régions, il y a ces actions de plaidoyer en faveur de la sécurité des femmes journalistes. Est-ce que quelqu'un souhaite se lancer? Est-ce qu'il y a du plaidoyer autour de la question de la sécurité des femmes journalistes dans votre région? Quelque chose qui a un véritable impact? Élodie?
pense vraiment qu'aujourd'hui, ce qu'il est important de faire, c'est effectivement de mobiliser les rédactions autour de ces notions de productivité, je dirais, avec une approche qui peut malheureusement sembler très pragmatique, mais de dire aux rédactions qu'il est important de favoriser l'inclusion des femmes journalistes ou de respecter les standards de sécurité internationaux sur ces questions-là, c'est effectivement bien, mais ce n'est pas forcément ça qui va mener à un impact et une transformation. En revanche, je pense que de démontrer qu'effectivement, elles peuvent éventuellement perdre des ressources, perdre de l'argent, perdre et puis j'irais même plus loin, hein, perdre en réputation également, parce qu'il y a de nombreuses rédactions qui se sont trouvées en difficulté par rapport à des problématiques justement par rapport à l'inclusion des femmes journalistes. Et ça, c'est un levier, à mon avis, absolument essentiel aujourd'hui. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu de dire que les rédactions doivent porter beaucoup à un moment où elles sont justement fragilisées, mais on ne peut pas, et d'un côté, dire qu'il est nécessaire de renforcer la diversité des voix au sein des rédactions, de renforcer la voix des femmes journalistes, et de l'autre, ne pas mettre en place les conditions, les garanties qui permettent à ces voix d'être renforcées. Thank you, Elodie. Any other Merci, thoughts? Elodie. D'autres opinions, commentaires? Tatiana, please go ahead. Tatiana, oui, vous avez la parole. Ou Sandra. Sandra, yes. Sandra. Sí, bueno, voy a apagarme el traductor. En Argentina En Argentine, es donde, digamos, tenemos varios estudios hechos sobre il y a plusieurs études qui ont été conduites sur ce sujet et ces dernières années, on a surtout mis l'attention sur des protocoles sur la violence basée sur le genre. À partir de cas d'affaires qui ont eu lieu, aujourd'hui, alors que c'est le 8 mars, nous célébrons la résistance des femmes qui est un sujet d'autant plus vivace aujourd'hui qu'il y a eu un cas horrifique au début de l'année dernière. Nous avons conduit une enquête en 2018 avec 30 entreprises. Nous avons analysé l'analyse de genre dans ces entreprises et aucune n'avait un protocole pour analyser le harcèlement de genre dans leurs entreprises. Nous avons travaillé avec des syndicats. Il s'agit d'un sujet de violence et de... Donc, c'est surtout ce sujet-là que nous avons travaillé en Argentine, la violence de genre et dans tous les domaines. Nous avons interrogé des journalistes, des femmes journalistes et 14% des rédactions avaient un protocole lié à la prévention de la violence de genre et en particulier la violence numérique. There certainly is. Thank you, Sandra. Tatiana, I would like Merci Sandra. Tatiana, j'ai une question un petit peu différente pour vous qui nous vient du public. C'est la suivante. Les préoccupations de sécurité pour les journalistes communautaires en Afrique sont différentes des préoccupations des journalistes européens. Nos communautés sont plus petites, tout le monde se connaît et les femmes qui ne suivent pas tout à fait les règles ont tout de suite une mauvaise réputation. Pour être honnête, je n'ai pas vraiment de réponse à cette question parce que c'est la même problématique ici en Afrique du Centre et en Afrique de l'Ouest. C'est une problématique que moi j'ai observée. J'ai fait mes études, j'ai grandi en France, mais depuis que je travaille en Afrique. Et c'est la première chose à laquelle j'ai été confrontée, c'est-à-dire que la communauté journalistique, même dans une région comme l'Afrique de l'Ouest, elle reste petite. Et
il y a une capacité à savoir qui est qui très rapidement qui a été accélérée par les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y avait déjà ce tissu social qui existait parce que les sociétés sont faites comme ça. Vous savez qui est dans quel village, qui vient de quelle famille. Souvent, c'est lié aussi aux ethnies. Donc, la constitution de la société est déjà composée de telle sorte que les gens se connaissent entre eux. Maintenant, lorsque vous faites un métier où vous êtes peu nombreux, en Côte d'Ivoire, il y a 20% de femmes journalistes. Et ce chiffre a augmenté de 3% depuis 2019. Donc, très vite, dans ces 20% de femmes journalistes, vous savez qui elles sont. Et très vite, vous allez savoir avec qui elles sont mariées, où elles vivent, comment elles travaillent. La meilleure protection qu'il y a aujourd'hui, c'est de réussir pour les journalistes, hommes comme femmes, à mettre une distance, à séparer leur vie professionnelle et leur vie privée. Il y a en français une différence qui n'existe pas en anglais, c'est le vouvoiement ou le tutoiement. Ça, c'est une des premières règles qu'on nous apprend en école de journalisme et qui, encore aujourd'hui, fait ses preuves sur le terrain. Un ministre ne peut pas vous tutoyer, il va vous vouvoyer. Et à partir du moment où vous allez instaurer ce vouvoiement avec une posture physique assez forte et aussi une capacité à mettre de la distance entre vous et lui, déjà c'est un tout petit premier pas, mais c'en est un premier. Cette proximité, malheureusement, et qui se transforme en menace pour des hommes politiques, pour des chefs d'entreprise qui sont persuadés que les journalistes ne sont que là pour les déstabiliser, pour créer des complots. Malheureusement, ça existe autant en Afrique francophone qu'en Afrique anglophone. Et ça, il n'y a que, je pense, à mon avis, la formation qui peut, au fur et à mesure, déconstruire ça, sensibiliser les deux parties. Nous, dans nos formations, on propose à la fois des acteurs qui sont interviewés et ceux qui les interviewent pour leur apprendre c'est quoi notre métier de journaliste, on n'est pas là pour vous menacer, et pour comprendre comment eux, ils fonctionnent. Donc, on essaye, du temps qu'on peut, de créer un dialogue entre les différents parties qui vont aboutir à un papier. Et ça commence tout doucement à se mettre en place. On espère pouvoir le multiplier et multiplier des exemples, mais c'est une des pistes qui n'est pas encore... tout doucement, ça prend forme, mais c'est une des pistes. Merci, Tatiana. Et vous nous avez déjà mené vers notre dernier exercice de la journée, c'est-à-dire le partage d'un conseil clé que vous voulez partager avec notre public aujourd'hui en matière de sécurité des journalistes. Et je crois que vous l'avez déjà fait dans vos témoignages, mais nous avons 3 minutes avant la fin et j'aimerais donner la parole à Alison pour ce conseil. Mon premier conseil n'est pas très pratique. Il s'agit de vous-même, d'être conscient de soi-même, de vous connaître très bien personnellement, de connaître quelles sont vos faiblesses peut-être, mais aussi vos stratégies de protection. Et je vous encourage à vraiment apprendre à vous connaître en profondeur avant de commencer le travail, parce que après le travail, vous devez retourner à vivre avec vous-même finalement. Donc, assurez-vous que vous prenez du repos, que vous prenez du temps pour vous. Très important, oui. Merci. Sandra. Pour moi, je trouve qu'il est important ce que Rosenthal a dit. Effectivement, ce sont des bons conseils pour les journalistes de penser dans notre contexte en Argentine, mais ailleurs aussi, parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Quand on se forme au journalisme, il faut qu'il y ait aussi une formation de sécurité et de stratégie d'autodéfense et d'autres choses. Sujet abordé dans le cours en ligne. Donc, je crois qu'en tant que journaliste, en tant qu'étudiant en journalisme, nous devons nous former à cet élément. C'est important pour notre profession, pour les universités. Merci, Sandra. Patricia, vous avez la parole. Votre meilleur conseil pour notre public aujourd'hui.
absolument essentiel. Je reprendrai la formule en anglais Know your enemy. Et c'est très important effectivement de comprendre qui est son adversaire lorsque l'on est un journaliste et de faire cette analyse de risque, ce threat modeling exercise qui permet en fait de comprendre son environnement. C'est un point que Tatiana soulève souvent, voilà, la nécessité d'avoir un esprit critique, pas seulement lorsqu'on fait des articles, des interviews, mais aussi de l'appliquer à son propre cas. En fait, toutes ces règles journalistiques critiques, il faut qu'on puisse les appliquer à notre propre cas, à notre sécurité, à la connaissance de notre environnement. Et donc, voilà, il y a dans ce cours, vous allez trouver des exercices et des questionnaires et des outils très simples, des checklists très simples pour justement comprendre, faire votre analyse de risque et comprendre qui sont vos ennemis et comment les contrer au maximum. Wonderful advice, Elodie. Merci. Patricia, vous avez la parole. Et nous arrivons à la fin de notre réunion, donc soyez brève si vous pouvez. Je crois qu'il s'agit de renforcer notre propre conscience de nous-mêmes. Et je vous encourage également l'envie de compétition entre nous, cet esprit de compétition entre journalistes qui en fait ne nous sert pas. Et plutôt renforcer les liens, les connexions entre nous. Merci. Merci, Patricia. Yamil, eh bien, moi, je dirais se faire des amis, se faire des alliés à chacune de missions et veiller les unes sur les autres. Eh bien, je crois que c'est une magnifique phrase sur laquelle terminer. Nous espérons que tous ceux qui nous ont écoutés seront des alliés maintenant. S'il vous plaît, utilisez les ressources que nous vous proposons, diffusez-les, faites en sorte qu'il y ait de plus en plus de journalistes qui y aient accès afin que nous soyons tous plus en sécurité dans notre travail. Merci, je remercie nos panélistes qui continuent à être une source d'inspiration et qui seront une source d'inspiration pour tout un chacun après ce webinaire. Merci infiniment.